Votre bulletin Info-Témis commence ici et maintenant. Cette semaine à Info-Témis, Yves Bertrand pour une dernière fois au micro de Salut Témis. Un salon de l'emploi virtuel pour l'Abitibi-Témiscamingue, concertation et mobilisation pour la santé mentale, dépendance et itinérance, projet de recherche pour la forêt du Parc national d'Opémican et le prix littéraire de l'Abitibi-Témiscamingue fait un retour en force. C'est la fin d'une époque à CKVM alors que le Morning Man Yves Bertrand a animé pour une dernière fois l'émission Salut Témis sur les ondes de la radio témiscamienne le 12 mars dernier. Celui qui a arrêté la barre de son émission pendant plus de 35 ans aura vécu des moments marquants au micro, dont le passage du AM au FM. Il partage souvenirs et anecdotes de carrière avec nous. Ah, mon Dieu, qu'est-ce que je vais retenir, Francis? Et regarde, des rencontres que j'ai faites, les gens avec qui j'ai travaillé, j'ai eu des collègues extraordinaires, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire, puis j'ai été très privilégié, je peux te dire ça, parce que travailler à la radio, vraiment avoir un micro, c'est déjà privilégié. Il n'y a pas beaucoup de... Il y a bien des animateurs qui voudraient avoir des micros, mais il n'y en a pas tant que ça, hein? Puis on en a beaucoup perdu avec les années. Ça fait que ça devient quasiment un job rare, être un animateur de radio. Donc, je trouve chanceux, franchement, là, d'avoir fait 30 ans comme ça là, à la barre de CKVM au matin. Je travaillais à l'épicerie de l'autre côté de la rue. Puis à un moment donné, on m'a demandé de... Ils vont arriver on aurait besoin de quelqu'un pour faire la discothèque, pour faire le ménage de la discothèque. Moi, j'étais DJ depuis l'âge de 15 ans. Puis je venais ici à CKVM une fois de temps en temps faire de la technique, dans le temps qu'on était à AM, dans le temps de Bernard Barrette, l'avocat, là, maintenant à Rouen-Noranda. Bernard était étudiant, puis il me laissait faire de la technique. Fait que moi, j'ai commencé à 14-15 ans à faire de la technique à CKVM. Bien là, je passais à autre chose, je suis parti, je me suis marié, bon, etc. J'ai travaillé à droite puis à gauche, puis en 85, je travaillais à l'épicerie, puis c'est ça, on m'a demandé de venir ici. Fait que j'ai commencé à faire le ménage de la discothèque. Puis écoute, c'était un job merveilleux, là. Ce que je faisais, c'est que j'écoutais de la musique de 8 h le matin à 4 h l'après-midi, puis je cotais les tunes. Bleu, mollo, vert, c'était, vert, c'était, middle of the road, entre les deux. Bleu, c'était un mollo, puis jaune, c'était un rock. Tout ce que j'avais à faire, c'était de mettre des pitons, puis j'écoutais de la musique. Fait que mes chums de moi, qu'est-ce que tu fais? J'écoute de la musique. T'es payé pour ça? Oui. Oui. Tu sais, c'était merveilleux. Puis à un moment donné, il y avait Stéphane Rochelot puis Martin Héroux qui étaient animateurs de week-end pour le baladeur. Puis ils partaient pour le cégep. Fait qu'ils vont arriver à un moment donné. Puis il me dit, tu commences en fin de semaine, ça te tente. Tu sais, je rêvais de faire du micro. Je n'avais jamais fait, là. J'ai même pas suivi de cours là-dedans, là. Fait que j'ai dit, on va l'essayer. Fait que j'ai commencé à faire les fins de semaine, les vendredis soirs, samedi, puis dimanche, à faire le baladeur du week-end. Puis en 91... quand, si je me rappelle bien, c'est Nicole Neveu qui est partie. Yvon me dit, ben là, tu commences lundi à faire du morning, puis OK. Fait que j'ai commencé en 91 à faire du morning en août 91, puis c'est comme ça depuis ce temps-là. Faut que tu aimes ça. Si t'aimes pas ça, là, ben, tu vas avoir de la difficulté, puis pas à peu près. Puis tu sais, tu te lèves à 4 h du matin, faut que tu sois déjà en partant, faut que tu sois éveillé. Là, quand tu arrives ici là, à 5 h le matin, tu prépares ton émission, bon, tu sors les sports, la météo, les nouvelles, etc. Tu regardes ce qui va se passer au niveau musical, tu regardes ton log. Mais il faut que tu sois allumé, il faut que tu sois réveillé parce que c'est le manche-patate qui rouvre le premier. Tu sais, là, il y en a qui vont arriver sur la job à 8-9 h le matin, 7 h, tu n'es pas obligé de parler, puis c'est correct. Il y en a bien qui sont comme ça. Mais ici, quand tu es animateur, tu es obligé de parler, puis tu es obligé d'avoir du soleil dans ta voix. Tu es obligé d'être de bonne humeur. Tu ne peux pas arriver le matin. Là, le matin, écoutez, là, ça file pas, là, puis bon, il va faire beau, il va faire telle affaire, le Canadien a perdu, puis bon, that's it, that's all. Tu sais, faut qu'à chaque fois que tu pèses sur le piton, que tu aies le soleil dans la voix, pour que le monde dise, ben, Colin, tu sais, c'est le fun. C'est pas plate. Faut que tu mettes de l'ambiance. C'est ça, être un animateur. Tu sais. Bien, ce fut un passage très marquant parce qu'il faut dire qu'on a souligné cette année les 35 ans d'Yves à CKVM. Il a débuté à la discothèque pour le choix musical. Il a fait ensuite des émissions de soir, de fin de semaine. Et il est arrivé à la barre de Salut Témis il y a 30 ans. Donc, il a passé 30 ans à se lever tous les matins pour animer le Témiscamingue. Donc, c'est marquant, là. Je vais te dire, ce qui ne me manquera pas, c'est de me lever à 4 h du matin, premièrement. Ben, c'est sûr que ce qui va me manquer, c'est le contact avec le monde. Hein, j'ai eu plein d'invités super intéressants. Tout le monde a quelque chose à dire. C'est un peu ça qui va me manquer, le contact avec le monde, évidemment. Sans que je le sache, que je le vois, qu'il y a des gens qui nous écoutent, je le sais.
qu'on est écouté. Ça fait que ça aussi, ça va me manquer, contact avec le public comme ça, mais on va faire ça autrement. Je veux dire, j'ai des projets, ça fait que on verra ce qui va se passer. Ce que je retiens plus, c'est les discussions qu'on a pu avoir. On est deux passionnés de musique, deux passionnés de sport aussi, deux fans du Canadien. Donc, la quantité de conversations qu'on a pu avoir. Et comme on n'est pas des mêmes générations, c'est sûr qu'il y a quelques fois, au niveau des goûts musicaux, des choix, on a eu quelques petits débats à l'occasion, mais c'est quand même le fun. Yves, c'est un tripeux. C'est quelqu'un qui est passionné. Puis bon, pour ce qui est de la musique, le sport, ça a ressorti souvent et c'est là-dessus, bien souvent, qu'on s'est retrouvés. Puis, un souvenir plus particulier, c'est peut-être les souvenirs d'enfance, adolescence, parce que, bon, Yves nous réveillait déjà à cette époque-là avec Salut Témis, parce que ça fait des années que c'est là. Et bon, comme enfant, ado au Témiscamingue, ben, ça m'est arrivé de participer à des concours, notamment Sport Quiz qui a été là pendant des années. Donc, ça m'a permis en même temps de développer une passion encore plus grande peut-être pour les joueurs de hockey, pour ce qui pouvait se passer dans les statistiques et tout ce qu'il pouvait avoir dans l'historique du hockey professionnel. Donc, c'est pas mal ce que je retiens. Un tripeux, un passionné qui a été là pendant des années. Très, très peu d'animateurs peuvent se targuer d'avoir fait aussi longtemps, peut-être comme Morning Man. Donc, bravo Yves pour toutes ces années-là, pour ton assiduité, pour ta bonne humeur. Tu vas nous manquer, puis on te souhaite la meilleure des chances dans tes projets futurs. Puis moi, écoute, j'en profite de saluer, remercier tout le temps Yvon Larivière qui m'a donné ma première chance, mes collègues du passé, présents aujourd'hui. Écoutez, tous ceux qui ont pris les commandites à CKVM, là, ceux qui nous ont appuyés depuis le début, mes collègues, évidemment, je l'ai dit, puis les auditeurs puis les auditrices de CKVM, écoutez, si vous n'avez pas été là, on n'a aucune raison d'exister et continuez de supporter votre radio, on en a bien besoin. Merci. Les 5 carrefours Jeunesse Emploi de l'Abitibi-Témiscamingue s'unissent afin de présenter le premier salon de l'emploi virtuel qui aura lieu le 17 mars prochain. Une occasion pour des candidats de partout au Québec de rencontrer plus de 40 entreprises et de leur présenter les avantages de vivre et travailler en Abitibi-Témiscamingue. Dans le fond, le salon virtuel de l'emploi pour la région, là, pourquoi on a eu cette idée-là? Bien, c'est sûr qu'il y a le contexte de la COVID qui fait qu'on s'est moins déplacé dans des salons. En fait, cette année, ça n'a pas été possible de se déplacer. Donc, on a pris part à des salons virtuels, mais il faut comprendre que quand on prend part à des salons virtuels, on est à côté de d'autres régions. On est malheureusement dans un contexte où on est en compétition, en quelque sorte, avec les autres régions pour aller chercher des candidats, pour aller chercher de la main-d'œuvre qualifiée pour venir combler nos emplois. Donc, le fait d'organiser notre propre salon à nous, ça a l'avantage de venir rassembler nos employeurs d'ici, puis de promouvoir vraiment là, pour l'ensemble de la région les emplois qui sont disponibles. Puis souvent, quand on fait des salons virtuels, bien, on a, nous, la possibilité avec les agents, que ce soit nos agents de place aux jeunes ou nos agents d'attraction, de promouvoir des offres d'emploi. Mais il y a des employeurs qui peuvent être présents également, mais ce n'est pas toujours simple. Donc là, le fait de faire un salon à Abitibi-Témiscamingue, ça nous a permis de rassembler 40 employeurs de la région, en plus des agents là, qui vont être présents également pour rencontrer des candidats, répondre à leurs questions sur la vie en région, mais aussi pour promouvoir d'autres offres d'emploi pour des employeurs là, qui ne pouvaient pas être présents à l'événement. On a la liste là, qui est disponible sur le site CJE-AT. Donc, c'est possible d'aller voir. Pour le Témiscamingue, là, si je fais un petit à côté là, plus précis, là, on en a 5 entreprises qui seront présentes. La manière de fonctionner, à partir du 1er mars, ça va être possible d'aller justement en allant sur le site des CJE-AT, de pouvoir s'inscrire. Les candidats vont pouvoir faire leur inscription, là, dans le fond, au salon. La mission d'aujourd'hui, de parler puis de promouvoir de ce salon-là, c'est aussi d'amener les gens de la région parce qu'on veut avoir de l'aide, en fait, pour la promotion. Puis on est en contact avec des gens qui sont partis aux études à l'extérieur ou qui sont dans d'autres villes, qui pourraient se retrouver dans une situation où la vie en région pourrait les intéresser ou un emploi disponible dans leur domaine pourrait les intéresser. Donc, nous, on demande
à notre monde, à notre gang d'ici, de faire le relais de l'information, puis d'interpeller peut-être personnellement des gens de leur entourage qui connaissent que ça pourrait intéresser, en fait. Bien, je te dirais, là, dans le fond, la clientèle cible, ça va vraiment être, oui, ça peut être une clientèle étudiante diplômée, mais ça peut être aussi une clientèle expérimentée parce qu'on vient vraiment cibler c'est vraiment plus là, actuellement des emplois qui vont demander une certaine qualification, une certaine expérience. Donc, dans différents domaines, ça va être vraiment diversifié. On va avoir des gens en santé, au niveau de l'éducation, en construction, plusieurs autres secteurs. Donc, on vise vraiment, dans le fond, ça peut être des gens expérimentés comme des gens formés. Bien, peut-être juste en terminant, je peux dire que si on a des candidats qui se questionnent sur la vie en région ou qui se questionnent à un retour en région, bien, dans le fond, les agents des Carrefour Jeunesse Emploi vont être présents pour les accompagner là-dedans, pour les épauler là-dedans. On fait actuellement des séjours virtuels. Tu sais, tout est en mode virtuel, hein, nos séjours exploratoires qui permettaient à des gens de se déplacer ici, d'avoir des contacts avec des employeurs, de découvrir la vie d'ici. Mais là, maintenant, on le fait. On s'est tellement adapté, là, on le fait encore physiquement quand c'est permis, là, mais là, actuellement, bon, ça peut être plus délicat, mais des séjours virtuels sont aussi possibles. Puis, on accompagne les gens mettons, dans leur recherche d'emploi, dans leur recherche de logement, dans leur installation. Puis on a même des programmes financiers qui peuvent soutenir ça. Là. Tu sais, là, c'est sûr que si je parle au Témiscamingue, on a le programme Repère. Pour la région, bien, c'est sûr qu'il y a des entreprises qui ont aussi des fois des programmes financiers pour soutenir, là, pour accompagner pour le déménagement, des choses comme ça. Donc, n'hésitez pas à faire appel aux ressources disponibles pour vous au Carrefour Jeunesse Emploi. Plusieurs organismes du Témiscamingue ayant à cœur la santé mentale de la population ont choisi d'unir leurs forces à travers la table de concertation et de mobilisation en santé mentale, dépendance et itinérance. Tous les détails avec Annabelle Landry-Jeunesse et Simon Weckman qui siègent tous deux sur cette table. Alors, au fond, la table de concertation et de mobilisation en santé mentale, dépendance et itinérance, là, c'est un grand titre parce qu'on voulait, je pense, nommer ce que c'était là, dans le titre. Ça le dit, hein, c'est de se concerter entre les différents acteurs qui interviennent auprès de ces problématiques-là pour justement améliorer les services, se mobiliser pour justement travailler ensemble. Aussi, on a regroupé les trois problématiques parce que c'est souvent les mêmes acteurs là, ici au Témiscamingue là, qui travaillent sur ça. Alors, pour justement là, éviter des dédoublements de concertation, là, on a mis tout ensemble. Mais en fait, c'est différents acteurs du milieu, là, autant dans le réseau de la santé, milieu scolaire, organismes communautaires, un peu de tout qui se sont rassemblés parce que on avait des observations et des besoins en termes de santé mentale, dépendance et itinérance. Donc, notre but avec cette table-là, c'est de se concerter, de pouvoir travailler tous ensemble, de connaître bien les services de chacun pour pouvoir rediriger aussi les personnes qui viennent vers nos services puis que des fois, on ne peut pas aider comme on le souhaiterait. Et on a ajouté de mobilisation aussi parce qu'on ne veut pas seulement se concerter puis se jaser ça une fois de temps en temps. On veut aussi mettre en place des actions quand on va en ressentir le besoin. Au fond, ça a été créé en fin 2018, alors ça ne fait pas si longtemps. Au départ, c'était une demande principalement des organismes communautaires, de certaines organisations justement qui se disaient qu'il était souhaitable de travailler ensemble, d'éviter de travailler en silo pour se concerter, pour tenter d'améliorer les choses. Et en parallèle, il y avait aussi le ministère de la Santé avait les mêmes recommandations, justement, de travailler davantage ensemble, que ce soit dans le réseau public et communautaire. Alors, en 2018, là, fin 2018, on a commencé la table. En 2019, c'était principalement là, pour justement là, décider qu'est-ce qu'on voulait faire, c'était quoi nos objectifs. Alors, on a fait un plan d'action, on a collecté un peu c'était quoi les principaux enjeux. Puis, avec ça, à partir de ça, on a fait un plan d'action.
où là, on a ciblé les objectifs sont principalement de connaître les besoins, de discuter des enjeux en lien avec la santé mentale, dépendance, itinérance, de travailler ensemble, comme je disais un peu plus tôt, d'améliorer l'offre de services, d'être une vigie aussi par rapport à ces problématiques-là. Puis de soutenir là, autant au niveau de l'offre de services, de la qualité des services, mais aussi de soutenir la population là, qui sont touchées par la santé mentale ou les proches des personnes qui sont touchées par la santé mentale ou la dépendance. Puis en fait, oui, dès le début de la pandémie, les intervenants qui sont sur la table, on a commencé à avoir des observations, à avoir des enjeux qu'on vivait dans chacune de nos organisations, en fait. Puis on a décidé de s'en parler, puis de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ça. On a créé avec ça un sous-comité sur lequel je fais partie, en fait, qu'on a baptisé vite fait de même comité COVID-19, là. Pas de flafla. Mais en fait, ce comité-là, à la base, on se questionnait sur comment informer tous les intervenants du Témiscamingue aux observations qu'on voit puis à ce qui pourrait arriver chez les gens qu'on rencontre. Fait que là, au début, on avait trouvé des sujets. Tu sais, on parle autant, on a la dépendance, qu'on revient, la santé mentale, mais tu sais, la vie de famille, la routine, le monde des écrans qui est de plus en plus présent aussi avec le télétravail, la pandémie, l'école à la maison, les adolescents qui ne voyaient plus leurs amis. En tout cas, là, il y a aussi l'accessibilité financière. Là, il y a eu la PCU avec l'aide sociale, que ça a créé Là, on est dans des vols d'identité, même avec certains, avec la PCU. Donc, on voulait vraiment informer les intervenants. Une des actions qui a été faite, c'est de faire des petites chroniques qui sont partagées sur la page Facebook là, que plusieurs connaissent, là, qui est Entraide COVID du Témiscamingue. Et aux 2 semaines environ, là, il y a une chronique qui s'appelle « Les si on jasait » où là, il y a une petite information là, de sensibilisation par rapport aux problématiques de santé mentale, dépendance. Ça permet surtout justement d'échanger aussi de l'information là, entre nous pour pouvoir être à l'affût de ce qui se passe puis d'essayer d'aider les gens là, le mieux qu'on peut. Moi, je trouve que le travail d'équipe, la concertation, c'est tellement quelque chose de riche. On va chercher les observations, le savoir-faire de tout le monde. Tu sais, les questionnements ont toujours un lieu d'être. Il y a toujours les gens qui vont essayer de s'aider. Là. Puis dans une petite communauté comme le Témiscamingue, c'est encore mieux. Tu sais, l'entraide, l'ambiance, là, on veut tout être là pour tout le monde. Puis surtout, tu sais, le but, c'est de faire en sorte que les gens qu'on va rencontrer ne tomberont pas dans un trou de service. Et là, on voit en plus cette volonté-là de tout le monde à la table. Puis c'est moi, le travail d'équipe, je trouve ça très riche, très intéressant. Les pins blancs et rouges de la forêt du Parc national d'Opémican font l'objet d'une étude réalisée par l'Institut de recherche sur les forêts de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. L'objectif est de mieux comprendre les dynamiques des peuplements et ainsi expliquer les raisons de la diminution de l'étendue des forêts. Le but du projet, ça soit de développer une approche écosystémique pour la gestion et la restauration de ces forêts-là. Et donc, l'idée, c'est qu'on veut émuler les perturbations naturelles dans notre sylviculture, dans nos coupes, pour recréer des conditions de lesquelles ces forêts-là sont habituées pour leur régénération puis pour leur croissance. Il y avait de l'échantillonnage préliminaire qui était fait en l'été de 2019 puis 2020. C'était moi, originalement, qui a développé le protocole de recherche puis les questions de recherche. Donc, c'était moi qui allais sur le terrain pendant 7 ans pour retrouver les sites préliminaires, pour commencer à récolter les données préliminaires. Puis maintenant, le projet va formellement débuter cette année. Donc, on a déjà isolé quelques étudiants qui vont travailler sur les sous-projets de ce gros projet de recherche. Puis, ça va continuer pour 3 ans. C'est une excellente nouvelle là, pour le parc. Là, vraiment, là, c'est quelque chose, nous, qu'on accueille avec beaucoup de plaisir et de joie parce que, dans le fond, on cherche constamment, nous, au Parc national, à susciter des partenariats avec des organismes régionaux ou le milieu de la recherche. Là. C'est vraiment quelque chose d'important pour nous.
parce qu'on souhaite que le parc national, ce soit un laboratoire à ciel ouvert. Dans le fond, on veut vraiment aller chercher des données puis permettre à des chercheurs et à des partenaires de venir dans nos territoires. Et puis, vraiment, ça nous permet d'aller acquérir des informations intéressantes, nous, sur nos parcs. Là. Donc, vraiment, là, à bras ouverts. On a 4 sous-projets qui tombent sur le gros question, parce que si on veut élaborer une stratégie d'aménagement écosystémique, il faut considérer pas juste c'est quoi l'impact des feux sur ces peuplements-là et comment on peut les recréer, mais il faut aussi regarder qu'est-ce qui est fait déjà dans la sylviculture, en fait, les coupes partielles, par exemple. On veut aussi regarder le feu prescrit comme une façon d'intervention parce que ces peuplements-là, ça nécessite des feux de surface pour se régénérer. Parce que les arbres, ce qui se passe, c'est que quand le feu passe au sous-étage, au sol, ça enlève la compétition, ça réduit la matière organique sur le sol et donc les graines qui tombent des arbres ont une meilleure chance de germiner et d'établir, et aussi à cause que les espèces ne sont pas vraiment tolérantes à l'ombre, en tuant la composition au sous-bois, les arbres au sous-bois, ça ouvre la canopée à la lumière. Puis de l'autre côté, on veut aussi regarder les maladies comme la rouille vasculeuse, parce que si on veut développer des stratégies d'aménagement, il faut aussi considérer c'est quoi l'impact des maladies dans la région, comme cette rouille. Puis aussi, est-ce que le tordeuse d'épinette, est-ce que ça recrée des conditions similaires? Ça s'insère dans une grosse recherche, des réflexions qu'on a, nous, de comprendre tous les mécanismes naturels qui ont cours dans nos territoires. Et puis là, c'est vraiment une précieuse collaboration qui va permettre de comprendre l'historique des feux et des travaux forestiers dans les parcs pour réfléchir à l'avenir. Puis, on trouve ça intéressant aussi de pouvoir avoir des études qui se font chez nous, mais qui peuvent servir à l'extérieur. Le forêt Opémicane, c'est juste une partie de notre région d'études. On vise aussi des sites sur l'autre côté de la frontière ontarienne, autour de Finlayson Point. Donc, à l'intérieur du parc Opémicane, il y a beaucoup des peuplements du pin rouge et du pin blanc, ou un mélange des deux espèces. Puis, on a observé un feu de surface qui a brûlé dans ces peuplements-là en 2018. Donc, ça nous permet de rentrer puis faire l'échantillonnage puis de répondre à nos questions de recherche. Bien, c'est certain qu'en partant dans un parc national au Québec, on protège le territoire, là, un échantillon représentatif de notre territoire là, à perpétuité. Mais là, c'est bon de le connaître mieux pour vraiment être certain de mettre en place, nous, dans l'équipe de conservation, les bonnes mesures pour préserver cet attrait-là qu'on a, les grosses forêts. Donc, c'est sûr que ça va nous aider, là, c'est définitif. C'est sûr que pour des écologistes, l'une des premières choses qu'on veut faire, c'est de maintenir un élément du biodiversité, des services écosystèmes biologiques, par exemple, mais aussi, clairement, il y a une approche économique parce que ces peuplements-là ont beaucoup de valeur pour leur bois. Mais le troisième affaire aussi, soit que ces peuplements-là sont vraiment importants d'un point de vue culturel et social pour les Autochtones et donc pour leurs pratiques culturelles puis traditionnelles. Puis la quatrième chose, ça soit le tourisme. Le parc Opémicane, par exemple, l'une des choses, moi, j'ai passé maintenant 2 étés là pour faire l'échantillonnage. Puis l'une des choses qui est merveilleuse de cette parc, ça soit d'avoir nos tentes au-dessous de cet énorme arbre de pin blanc et pin rouge. C'est vraiment magnifique. Puis c'est une attraction qui va, si on est capable de conserver ces peuplements-là, c'est sûr que c'est une attraction touristique qui va aussi redonner à les communautés locales avec l'argent qui va venir dans cette région. Après une pause d'environ 1 an en raison de la COVID-19, le prix littéraire de l'Abitibi-Témiscamingue fait un retour en force en 2021.
Ce concours s'adresse à tous les amoureux des mots qui souhaitent faire connaître la beauté de leurs plumes dans un concours ouvert à tout le monde, comme le précise la présidente de l'organisme, Caroline Bilodeau. Bon, le prix littéraire consiste à chaque année, il y a un thème où est-ce qu'on demande aux gens de la région de 18 ans et plus qui vivent en Abitibi-Témiscamingue d'écrire un texte, dépendamment du thème. Cette année, nous avons choisi le conte. Donc, on demande que le texte qu'ils vont nous présenter, avec des critères bien précis, soit 2500 mots, que l'événement se passe en Abitibi. Bon, comme c'est un conte, on sait qu'il va y avoir de l'irréel, du fantastique, de l'extraordinaire, mais que tout ça se fasse en Abitibi-Témiscamingue. Chaque année, il y a déjà eu des récits de voyage, il y a déjà eu des haïkus, il y a eu toutes sortes de thèmes et de formes d'écriture aussi. Donc, on essaie de varier à chaque année pour essayer de trouver des artistes, des jeunes écrivains, qu'ils soient professionnels ou amateurs, ça nous convient, en autant qu'ils respectent ce qu'on demande dans l'année. Nous, c'est un peu pour ça. C'est pour promouvoir l'écriture, en fait, pour écrire pour être lu. C'est un peu aussi ça cette année qu'on a demandé aux gens un texte de 2500 mots, quand même, ça se fait quand même assez bien, pour promouvoir la participation, puis qu'il y ait plus de gens de la région qui aient le goût d'écrire et qui se sentent capables de le faire ou qui ont le goût de relever ce défi-là. Alors, c'est pour ça qu'on a beaucoup appelé la participation pour que ça soit fait de façon que les gens puissent avoir l'impression qu'ils puissent réussir ce défi-là qu'ils se sont donné. Dans un texte, on cherche, comme c'est un conte, donc il faut respecter les contraintes du conte. Souvent, il y a une quête, il y a des personnages, mais c'est imaginaire, il y a des éléments du merveilleux, c'est du fantastique, de l'irréel. C'est un peu ça, un conte, en fait. L'idée, c'est de respecter le fait que ça se passe en Abitibi, que les personnages vont souvent venir d'ici ou peut-être d'ailleurs, mais surtout ici. Puis un conte, on a juste à se rappeler un peu quand on se faisait raconter des histoires quand on était jeune. C'est un peu là, en fait, qu'on va. On va dans l'imaginaire, on nous faisait rêver, on nous emmenait ailleurs, des fois, on nous faisait frissonner, on avait peur, on avait hâte de voir si le bon était pour gagner, qu'est-ce qui était pour arriver au méchant loup, bon, tout ça. C'est un peu dans cette atmosphère-là qu'on se replonge lorsqu'on écrit un conte, puis on a ça un peu dans notre tête. On va plus loin que ça, évidemment, parce qu'on est des adultes, puis c'est plus pour des adultes, mais c'est quand même dans le but de cet esprit-là. Le prix littéraire de l'Abitibi-Témiscamingue, c'est ouvert à tous les gens qui demeurent en Abitibi-Témiscamingue, qui ont 18 ans et plus, qui ont le goût de se lancer un beau défi d'écriture, un texte de 2500 mots qui est un conte. Donc, on essaie de se replonger dans un peu ce qu'on a lu et ce qu'on a aimé. Donc, on se lance et on écrit ça. Je vous invite tout le monde à participer. Vous nous envoyez ça à concours@prixlittéraire-at.ca. La date limite, vous avez jusqu'au 12 avril pour nous le faire parvenir. Les juges vont recevoir les textes, ils vont les lire, ils vont regarder la langue, l'originalité, la façon d'écrire, le respect des règles d'un conte, la qualité esthétique, la richesse du vocabulaire, la mention de l'Abitibi-Témiscamingue, la cohérence, la forme d'expression, et tout ça, pour voir si ça se tient puis si tous les éléments sont là. Une fois qu'ils l'ont lu, en général, on se rassemble. Probablement, on va se voir via Zoom et on en discute et il y a un grand gagnant qui va sortir de cette réunion-là, qui est pour le prix des libraires, qu'on appelle le prix des libraires, et probablement aussi un prix mention Télé-Québec qui sera aussi décidé lors de cette réunion-là. Et vous avez des nouvelles de nous au Salon du Livre qui aura lieu probablement un peu virtuel cette année, un peu comme nous cette année, mais c'est certain qu'on va laisser une place d'honneur pour que les gens puissent connaître les gagnants. Ça va nous faire un grand plaisir de vous lire.